Bonjour les élèves, deuxième baccalauréat sciences mathématiques, sciences physiques, SVT ainsi que sciences techniques. Je vais vous présenter la deuxième leçon concernant la physique nucléaire. Le titre est Noyau, masse et énergie. Alors on va commencer par équivalence masse-énergie et puis on va voir une énergie appelée énergie de liaison. Et à partir de cette énergie, on va voir comment étudier la stabilité et l'instabilité des noyaux. Cette fois-ci, la stabilité ne concerne pas ou bien ne dépend pas du nombre de nucléons comme pour la radioactivité, parce qu'en radioactivité, on a dit que les noyaux qui ont un excédent de nucléons subissent la transformation nucléaire radioactivité spontanée et naturelle, alpha. Donc, elle dégage l'excédent de nucléons pour descendre dans la vallée de stabilité. Et pour les noyaux qui ont un excédent de neutrons, ils se trouvent en dehors de la vallée de stabilité et par conséquent sont instables. Alors, ils transforment les neutrons en protons en les mettant des radiations β-. Et pour les noyaux qui se trouvent au-dessous de la vallée de stabilité, ils ont un excédent de protons. Donc, il y aura une transformation des protons en neutrons en émettant des particules β+. Alors, ce type de stabilité et instabilité dépend du nombre de nucléons. Et le noyau qui est instable, donc subit une radioactivité. Tandis que la stabilité qu'on va voir ici, il concerne la répartition de l'énergie dans le noyau. Alors on va voir ça en étudiant une courbe appelée courbe d'Aston. Et puis on va voir les transformations nucléaires. Cette fois-ci, ils ne sont pas spontanés et naturels, mais ils sont provoqués. Ça veut dire qu'il y a des conditions qui doivent être vérifiées pour que ces transformations nucléaires auront lieu. Et on parle de la fission nucléaire et de la fusion nucléaire. Et on termine cette leçon par le diagramme masse-énergie. Bon, commençons par premier paragraphe. Alors là, vous voyez équivalence masse-énergie. Alors Einstein, en 1905, donc dans son traité concernant la relativité, a établi une relation entre la masse et l'énergie. Ça veut dire si un système a une masse m dans un référentiel donné, alors elle a une énergie qu'il a appelée énergie de masse, et cette énergie est liée à la masse par la relation suivante. E égale à la masse du système fois c au carré. Et c'est vitesse de lumière, dans le vide, vitesse de lumière. OK? Donc, petit 1, relation d'Einstein. Il a été établi en 1905. Alors, cette énergie est appelée énergie de masse. E, énergie de masse. Alors là, l'application de cette relation n'est pas en fait la relation elle-même, mais pour comprendre bien la relation d'Einstein, considérons un système lors d'une transformation nucléaire, par exemple, sa masse varie. Soit il augmente, ou bien il diminue. Alors cette variation de masse, si la masse diminue, se transforme en énergie. Et l'inverse, si la masse augmente, alors le système a reçu de l'énergie qui le transforme en masse. Ok, ça veut dire si un système subit une variation de masse que je vais noter par delta m, alors on distingue deux cas. Donc si delta m est positive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la masse a augmenté. OK?
Alors dans ce cas, delta E est positive. Ça veut dire que l'énergie de masse a augmenté. Donc, le système a reçu de l'énergie de l'extérieur qu'il l'a transformée en masse. Donc, le système reçoit ou bien a reçu de l'énergie, bien sûr du milieu extérieur, de l'extérieur, donc qu'il l'a transformé en masse. Et le deuxième cas, si delta M est négatif. Ok? Ça veut dire que la masse a diminué. Donc, cette variation de masse s'est transformée à son tour en énergie selon la relation d'Einstein, unité de masse. Alors, en physique nucléaire, l'unité pratique de masse, ce n'est pas l'unité internationale qui est le kilogramme, mais plutôt c'est l'unité de masse atomique. Alors, unité de masse atomique. Son symbole est U, donc unité de masse atomique, son symbole est U. Okay. Alors comment les physiciens ont défini cette unité? Ils ont pris comme référence l'atome de carbone 12. Carbone 12. Alors, une unité de masse atomique, c'est quoi? C'est la masse de l'atome carbone 12 divisé par le nombre de masses A qui est 12. OK? Donc, une unité de masse atomique est le rapport de la masse du carbone C12,6 sur 12. Bon, si on veut calculer l'équivalent d'une unité de masse atomique en kilogrammes, on fait l'opération suivante. Alors, une unité de masse atomique égale. Donc, la masse de l'atome du carbone 12 divisé par 12. Okay. Et pour trouver la masse du carbone 12, on va partir de la masse molaire du carbone 12. Sachant que la masse molaire du carbone 12 est constituée par le nombre d'Avogadro d'atomes de carbone 12. Okay. Donc on va diviser la masse molaire du carbone 12 par la constante d'Avogadro. Alors là, on trouve la masse d'un seul atome. Et pour trouver l'unité de masse atomique, okay, je dois diviser par 12. Okay? Donc, diviser par 12. Alors voilà l'expression mathématique de l'unité de masse atomique. Et lorsqu'on fait une opération ou bien le calcul, alors on a C12 égale à 12 grammes mol moins 1. La constante d'Avogadro Na donc égale à 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. Et on trouve, donc après application numérique, une unité de masse atomique égale tout simplement à... Donc la valeur est 1,6605 fois 10 puissance moins 27. 1,6605 fois 10 à la puissance moins 27 kg. OK? Donc voilà l'équivalent de... Ou bien, si on convertit une unité de masse atomique au gramme, on trouve cette valeur. Maintenant, je vais vous donner quoi?
les unités, ou bien l'unité qu'on utilise en énergie, en physique nucléaire, bien sûr. Alors donc, petit b, unité d'énergie. Bien sûr, en physique nucléaire. Alors le joule, bon, c'est une unité d'énergie à l'échelle macroscopique. Au niveau microscopique, soit au niveau atomique concernant les liaisons chimiques ou bien au niveau du noyau, si on veut exprimer l'énergie mise en jeu, alors on va trouver des puissances A10, des nombres très grands qui sont affectés de signes négatifs. Okay? Alors pour donc utiliser une unité simple, on a défini ce qu'on appelle l'électron-volt. Okay? Donc unité d'énergie, électron-volt. Électron-volt. Bon, qu'on note par EV. Alors qu'est-ce que c'est que l'électron-volt? Donc la définition de l'électron-volt, c'est quoi? Lorsqu'on soumet un électron à une différence de potentiel qui est égale à 1 volt, l'énergie que cet électron acquiert, bien sûr qui se transforme en énergie cinétique, est 1 électron-volt. OK? Donc voilà, si on prend donc une différence de potentiel U égale à 1 volt, ok, alors là j'ai une plaque positive et là une plaque négative, et on met un électron entre ces deux plaques sans vitesse initiale. Alors l'énergie, alors bien sûr ici il y a transformation d'énergie électrostatique en énergie cinétique par le biais du travail des forces électrostatiques. Ça veut dire que cet électron est soumis à une force électrostatique et cette force travaille et transforme l'énergie électrostatique en énergie cinétique. Et cette énergie, donc E, sera égale E fois U. Alors, on a montré cette relation l'année dernière pour les élèves sciences mathématiques lorsqu'on a étudié le champ électrique et l'énergie potentielle électrostatique. Alors, lorsqu'on fait une application numérique, okay, alors E sera égal. Donc, E, c'est quoi? C'est la charge élémentaire qui est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Et U égale à 1 volt, donc on trouve tout simplement E égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc d'après la définition de l'électron-volt, alors donc j'ai dit que l'électron-volt c'est quoi? C'est l'énergie qu'acquiert un électron soumis à une différence de potentiel de 1 volt. Ça veut dire que un électron-volt égale à cette valeur, pardon, ici, ce n'est pas le coulomb, pardonnez-moi, c'est le joule. OK? Ici, joule. Donc, un électron-volt, c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Donc, voilà la définition de l'électron-volt. C'est l'énergie qu'on utilise à l'échelle microscopique. Alors, bon, cette énergie-là, au niveau du noyau, c'est une énergie très faible. Okay? Alors, on utilise cette unité pour exprimer les énergies qui sont mises en jeu lors des réactions chimiques au niveau atomique, ça veut dire au niveau soit entre ions ou bien molécules ou bien atomes. Donc, l'énergie mise en jeu est de l'ordre de l'électron-volt. Par exemple, les liaisons chimiques établies entre les atomes, on les exprime en électron-volt. Mais au niveau des noyaux, l'énergie qui est mise en jeu est très supérieure à un électron-volt. C'est pour cela qu'on utilise 1 million d'électron-volts. 1 million d'électron-volts qu'on représente par MEV et qu'on lit tout simplement un MEV.
avec M majuscule. Donc c'est quoi? C'est 10 à la puissance 6 électronvolts. Alors cette énergie-là, ou bien cette unité, c'est elle qu'on va utiliser pour exprimer l'énergie nucléaire. Bien sûr, au niveau des noyaux. Bon, maintenant, je vais vous donner une autre unité concernant la masse, ou bien une unité de masse atomique, en tenant compte de la relation d'Einstein. Ça veut dire, une unité de masse atomique, s'il transforme en énergie, quelle est la valeur de cette énergie? Okay. Ou bien un système, sa masse varie de une unité de masse atomique, ça veut dire sa masse a diminué d'une unité de masse atomique, alors quelle est l'énergie qu'il va fournir au milieu extérieur? Okay. Alors là, on va parler de équivalent de une unité de masse atomique en énergie. Donc, le système, on va considérer un système de masse M égale à une unité de masse atomique. Donc, soit un système de masse M égale à une unité de masse atomique. Donc, d'après la relation d'Einstein, on a E égale à mc. OK? Au carré, bien sûr. Donc, je vais remplacer M par U, mais avant de faire ça, je dois calculer cette énergie en joules. OK? Alors, E, application numérique, E égale. Alors, lorsqu'on calcule E, bon, M, donc, on l'a converti en kilogrammes, et C, on prend la valeur exacte de la vitesse de la lumière, parce que nous, généralement, on prend C égale à 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde, la vitesse de la lumière. Mais cette valeur, c'est une valeur approchée. Alors la valeur exacte de la vitesse de la lumière, c'est 299 millions 792 458. 458. OK? Bon, lorsqu'on est déjà, j'ai donné la valeur de U en kilogrammes, donc en effectuant ce calcul, on trouve que, alors pardonnez-moi, ici c'est C, OK? En mètres par seconde. OK? Et lorsqu'on calcule E égale, donc une unité de masse atomique, je la transforme en kilogrammes, en effectuant ce calcul, on trouve la valeur suivante. E égale à 1492,42 fois 10 à la puissance moins 13 joules. OK, ça veut dire que l'équivalent en énergie de une unité de masse atomique, c'est cette valeur-là en joules. Voyons voir la valeur de E si je la convertis en millions d'électronvolts. Alors, ce que je vais faire pour trouver l'expression de E en millions d'électronvolts, je divise tout simplement E par donc 1 électronvolt, OK? Ou bien je la divise par 1 million d'électronvolts, et on a trouvé qu'1 million d'électronvolts, donc 1 MeV. OK, ça veut dire égal à E, c'est, alors pardonnez-moi, ici, c'est pas ça. Donc E égale à cette valeur, 1492,42 fois 10 à la puissance moins 13 joules. Donc si je veux la convertir en millions d'électrons, j'y divise tout simplement par 1,6 fois 10 à la puissance moins 13
joules. OK. Et là, j'ai 1 million d'électronvolts. OK. Donc, E égale... Donc, en faisant nos calculs, on trouve que E égale à 931,5 millions d'électronvolts. OK. Là, j'ai 1 million d'électronvolts parce que j'ai fait les proportions. Voilà, 6 fois 1 million d'électronvolts pour que la relation soit claire en unité. Donc, là, je vais remplacer E par cette valeur, donc 931,5 millions d'électronvolts égale. Alors, j'écris M, je l'exprime en une unité de masse atomique, 1 U, et je crie C comme ça au carré. Je ne la remplace pas par sa valeur numérique. Et du coup, je trouve que 1 U égale à 931,5 MeV divisé par C au carré. Donc, cette unité veut dire quoi? Veut dire tout simplement que l'équivalent énergétique d'une unité de masse atomique est 931,5 MeV. Ça veut dire si, une masse de 1 U se transforme en énergie, alors la valeur de cette énergie est 931,5 millions d'électronvolts. Donc, passons donc à la deuxième paragraphe, et là, on va parler de ce qu'on appelle énergie de liaison. Alors, à partir de cette énergie de liaison, on va voir comment, ou bien selon cette énergie, les noyaux sont stables ou instables. Donc, c'est la deuxième paragraphe. Donc, grand 2. Énergie de liaison, qu'on note par EL. Bon, avant de définir l'énergie de liaison, commençons par définir ce qu'on appelle défaut de masse. Donc, petit 1, défaut de masse. Bien sûr, pour un noyau, défaut de masse, pour un noyau. Alors, considérons le noyau, soit le noyau X, A, Z. Donc, ce noyau est constitué de A nucléons, dont Z protons et A moins Z neutrons. Alors, c'est quoi le défaut de masse qu'on note par delta M? C'est la différence de masse entre les nucléons de ce noyau et la masse de ce noyau. OK. Delta M égale à la masse des nucléons, ça veut dire la masse des neutrons qui est A moins Z fois la masse du neutron, plus la masse du proton qui est Z fois MP. Alors là, c'est la masse des nucléons, moins la masse du noyau X, A, Z. Alors ce défaut de masse est toujours positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la masse des nucléons séparés et isolés est inférieure
à leur masse lorsqu'ils forment le noyau. OK? Alors, la question qui se pose, c'est ce défaut de masse, OK, quel est son sens? Ou bien en quelle grandeur s'est transformé? Donc, c'est ce qu'on va comprendre à partir, bien sûr, de quoi? De la fameuse relation d'Einstein, équivalence énergie. Et là, on parle de l'énergie de liaison. Bon, je vais vous expliquer par ce schéma. Supposons qu'on a un noyau, OK, bon, dans lequel il y a, donc ici j'ai pris 1, 2, 6 nucléons. Alors, pour dissocier ce noyau, OK, qu'on suppose qu'il est immobile dans un référentiel choisi, en ces nucléons, OK, qui sont isolés. Donc, chaque nucléon est isolé et immobile. Ici, le noyau immobile. Alors, qu'est-ce qu'on entend par isolé? Ça veut dire que chaque nucléon est suffisamment loin des autres nucléons pour qu'il n'y aurait pas des interactions, soit d'ordre électrostatique, ou bien des interactions qui sont régies par la force nucléaire forte. OK? Donc, soi-disant que ces nucléons ne subissent aucune interaction. Donc, alors là, on voit que la masse, OK, augmente d'après cette expression de défaut de masse. Alors là, on a M1 et là, on a M2. Donc M2 est supérieur à M1. Ça veut dire que la masse a augmenté, ma augmentation de la masse. Donc, comment la masse a augmenté? Quelle est l'origine de l'augmentation de cette masse? Alors, tout simplement, donc d'après la relation d'Einstein, lorsque ce noyau se dissocie, OK, on doit lui fournir une énergie. OK? Alors, c'est cette énergie qui la transforme en masse. Ça veut dire en delta M. Donc, en passant de là à là, on doit fournir à ce noyau une énergie appelée énergie de liaison. Pourquoi? Pour augmenter la masse des nucléons, donc conformément à cette relation et conformément à l'équivalence masse-énergie. Parce que nous, lorsqu'on mesure les nucléons séparément, OK, et on mesure la masse, ça veut dire on mesure la masse des nucléons séparément et la masse du noyau, on trouve que la masse des neutrons qui sont séparés et isolés est supérieure à la masse du noyau. Et on a compris cette différence de masse, okay, et en quelle grandeur s'est transformée d'après la relation. Ça veut dire que Einstein, c'est lui qui nous a expliqué ce défaut de masse en disant que soit la masse se transforme en énergie si on part dans ce sens, ou bien l'énergie se transforme en masse si on part dans l'autre sens. Okay? Alors là, donc l'énergie ici mise en jeu, c'est une énergie que doit fournir au noyau. Donc pour que le noyau transforme cette énergie en masse pour qu'il se dissocie. Okay. Donc la définition de
l'énergie de liaison, énergie de liaison. Alors donc, c'est l'énergie. Alors là, l'énergie de liaison EL. Donc, pour simplifier, je vais écrire tout simplement EL. EL. Alors, est l'énergie qu'il faut fournir au noyau pour le dissocier, ça veut dire le destituer. Le dissocier. Donc là, pour que cette énergie soit juste l'énergie de liaison, alors le noyau doit être immobile. Immobile dans un référentiel. Dans un référentiel. Ok? Ça veut dire que le noyau ne doit pas être en mouvement. S'il est en mouvement, alors il a une énergie cinétique. Okay? Donc nous, on parle juste du minimum d'énergie qu'on doit fournir au noyau pour que cette énergie favorise sa dissociation. Okay? Donc c'est pourquoi que j'écris ici immobile dans un référentiel. Donc pour le dissocier en ces nucléons, alors ces nucléons doivent être, qui sont isolés, alors j'ai expliqué ce que ça veut dire isolé, et immobile. Et immobile, dans ce même référentiel, Bon, l'intérêt de l'énergie de liaison EL, il nous renseigne sur la stabilité du noyau. Mais comment ça? Alors la stabilité d'un noyau dépend de la répartition de l'énergie de liaison sur le nucléon. Alors c'est pour cela qu'on va définir une autre grandeur appelée, donc petit c, ok, énergie de liaison par nucléon, qu'on note par E. C'est cette énergie qui caractérise la stabilité d'un noyau. Okay. Donnons tout d'abord la définition ou bien l'expression de cette énergie. Alors l'énergie de liaison par nucléon, c'est quoi? C'est, alors pour un noyau bien sûr, donc je dois ici mentionner pour un noyau X à Z. Alors l'énergie de liaison est définie comme suite. C'est le quotient de l'énergie de liaison sur le nombre de nucléons A. Son unité, c'est nucléon par, MEV par nucléon. MEV par nucléon. Donc la stabilité d'un noyau dépend de E. Ok, et donc j'insiste sur la stabilité. Alors la stabilité qu'on étudie en cette leçon, il concerne l'énergie. C'est pas le nombre de nucléons. Le nombre de nucléons, donc la stabilité lorsqu'il dépend du nombre de nucléons, là on va parler de la radioactivité. Ça veut dire si le noyau est instable, donc il va subir une transformation nucléaire appelée radioactivité. Mais pour ce cas-là, si le noyau est instable, il va subir d'autres transformations nucléaires. Ces transformations nucléaires ne sont plus spontanées, ne sont plus naturelles, mais elles sont provoquées. Alors, donc comment eux caractérisent la stabilité du noyau? Okay. Alors, plus l'énergie de liaison par nucléon est grande, plus le noyau est stable.
Alors là, je vais vous donner quelques exemples. OK? Donc, prenons par exemple le noyau donc ici j'ai énergie de liaison en MeV, ok, et là j'ai l'énergie de liaison, l'énergie de liaison par nucléon, E, donc MeV par nucléon. Alors le cas de, par exemple, H4,2, le noyau d'hélium. Son énergie de liaison est de à peu près, c'est 28 MeV. Alors lorsque je divise 28 par 4, je trouve E. Donc E égale à 7,1. Et pour le fer Fe56, alors son énergie de liaison est 4,9 fois 10 à la puissance 2, fois 10 à la puissance 2. Et lorsque je divise 4,9 fois 10 à la puissance 2 par 56, on trouve 8,8. 8,8. Et puis, on a l'uranium U238. Son énergie de liaison, c'est 1800, ça veut dire 1,8 fois 10 à la puissance 3. Et son énergie de liaison par nucléon, c'est 7,6. Alors là, j'ai pris 3 exemples, noyau léger, noyau donc entre léger et lourd, et noyau lourd. Bon, d'après cette propriété, plus E est grande, plus le noyau est stable, on remarque ici que le fer est le plus stable de ces deux noyaux. En fait, le fer est le noyau, bien sûr, c'est 56, okay, et le noyau le plus stable dans l'univers. Pourquoi ? Parce qu'il possède la plus grande énergie de liaison par nucléon parmi tous les noyaux. C'est pour cela qu'on trouve le fer sur la Terre en abondance. Tandis que ces deux noyaux, okay, ne sont plus stables. On va voir pourquoi. Alors là, pour étudier la stabilité et l'instabilité des noyaux du point de vue énergétique, on va voir ce qu'on appelle diagramme ou bien courbe d'Aston. Bon, la courbe d'Aston, c'est quoi? C'est la représentation de l'opposé de l'énergie de liaison en fonction de A, nombre de nucléons. Alors j'ai gradué l'axe des nombres de nucléons. Alors là, j'ai 20, 40, ainsi de suite, 100, et là, 200. Et l'axe de l'énergie, de l'opposé de l'énergie de liaison par nucléon, je l'ai gradué par une unité, donc moins 1, moins 2, ainsi de suite. Ici, c'est moins 8 et moins 9. Bon, alors pour l'hélium, alors ici, j'ai He, l'hélium 4,2, alors on a énergie de liaison par nucléon, c'est 7,1. Alors 7,1, elle est ici, ok. Donc voilà pour l'hélium, à peu près. Pour le fer, donc c'est 8,8. Donc le fer, sur cette courbe, il admet la plus petite valeur de l'opposé de l'énergie de liaison qui est moins 8,8. Voilà. Alors là, j'ai le noyau de fer Fe56. OK. Et pour les noyaux qui ont un A compris entre, ou bien un nombre de nucléons compris entre 20 et 195, OK, là, j'ai 195. Leur énergie, ou bien l'opposé de leur énergie de liaison, est compris entre moins 8. OK. Donc, ça veut dire que, bon, pour A, compris entre 195 et 200, OK, donc l'énergie, ou bien l'opposé de l'énergie de liaison par nucléon est inférieur à moins 8. OK. Donc, si
je vais représenter cette courbe. Ok. Alors, ici j'ai l'hélium. Ok. Donc je pars de là. Ok. Donc c'est une représentation qualitative parce qu'il y a des exclusions bien sûr. Ok. Voilà. Alors là, donc il y a une diminution de l'énergie de liaison. Puis cette courbe passe par la valeur minimale, voilà, qui est moins 8,8, et puis il augmente progressivement. Voilà. Alors pour l'uranium, donc on a 7,6. Donc l'uranium c'est 238. Alors ici 200, 220, 238. Ok. Donc là j'aurai 7,6. Ok. Alors étudions cette courbe. De point de vue stabilité des atomes. Ok. Alors pour des noyaux, pardon. Alors pour A compris entre 195 et 20, alors cette zone contient les noyaux stables. Et cette zone est appelée zone de stabilité. Les noyaux stables et la zone est appelée zone de stabilité. Zone de stabilité. Les noyaux qui se trouvent en dehors de cette zone ne sont plus stables, ils sont instables. Donc commençons par les noyaux légers. Ça veut dire que A est inférieur à 20. Alors dans ce cas, les noyaux sont instables. Ça veut dire que leur énergie, ou bien l'opposé de l'énergie de liaison par nucléon, est supérieur à moins 8. OK? Ça veut dire que E est supérieur, moins E, pardon, est supérieur à moins 8 MeV par nucléon. Là, on a moins E, donc est inférieur ou égal à moins 8 MeV par nucléon. Donc, puisque ces noyaux sont instables, donc ils ont tendance à descendre dans la vallée de stabilité. Ça veut dire que les noyaux qui se trouvent ici ont tendance à descendre dans la vallée de stabilité. Okay? Pourquoi? Pour augmenter leur énergie de liaison par nucléon. Okay? Alors donc, pour arriver à ce but, ils subissent, ou bien ils peuvent subir, une transformation nucléaire appelée fusion. Ok? Appelée fusion, بالعربية اندماج أو انصهار. Ok? Donc les noyaux qui se trouvent dans ce côté-là vont subir une réaction nucléaire. Donc c'est une réaction nucléaire non spontanée et non naturelle. Fusion. Donc les noyaux sont instables. Alors donc, ils ont tendance à descendre à la zone de stabilité. À la zone de stabilité. Pourquoi? Donc, pour augmenter leur énergie de liaison par nucléon. OK? Donc, pour descendre à la zone de stabilité, ils peuvent subir, ça veut dire en subissant
une transformation nucléaire appelée fusion. Ok? Ça veut dire deux noyaux se fusionnent pour donner un noyau relativement plus lourd et qui se trouve dans la zone de stabilité. Okay. Sinon, donc, le noyau obtenu, à son tour, fusionne avec un autre noyau pour finalement, le noyau final va se trouver dans la zone de stabilité. Okay. Et l'autre cas, pour A, est supérieur à 195. Alors aussi là, on a noyaux sont instables. Donc, pour descendre dans la zone de stabilité, ok, ça veut dire les noyaux qui se trouvent de ce côté. Voilà. Donc, à leur tour, ont tendance à descendre dans la vallée, dans la zone de stabilité. Alors, voilà la zone de stabilité. C'est cette portion de la courbe. Voilà. Ils vont subir quoi? Donc, ils doivent, pour augmenter leur énergie de liaison par nucléon, donc, ils doivent se fissionner. بالعربية يعني خصهم ينشطروا ok pour donner deux noyaux plus légers et qui se trouvent dans la zone de stabilité. Alors cette fission, c'est une réaction nucléaire provoquée. Alors là, fission. Donc noyau instable. Donc qui ont tendance à descendre dans la vallée, dans la zone de stabilité. De stabilité. Bien sûr, en subissant, ça veut dire donc pour qu'ils descendent dans la vallée de stabilité, alors ils cherchent à augmenter leur énergie de liaison par nucléon. Donc pour arriver à ce but, ça veut dire pour qu'ils arrivent ici, ils vont subir une fission. Okay? Donc noyaux instables qui ont tendance à descendre dans la zone de stabilité en subissant une transformation nucléaire appelée fission. Ça veut dire un noyau fissionne en deux noyaux qui se trouvent, ou bien qui vont se trouver dans la vallée de stabilité. Alors là, donc toujours on a l'énergie, ou bien l'opposé de l'énergie de liaison, ok, est inférieur, donc E est inférieur à moins 8 MeV par nucléon. Ok? Bon, prochaine fois, donc, on va aborder ces transformations nucléaires et on va parler des conditions qui favorisent leur mise en jeu et puis on va terminer le leçon par un bilan de masse et énergie. Alors, merci pour votre attention et